un homme, ne pleure pas, montre que tu es le plus fort. Derrière ces injonctions se cache un grand tabou de notre société, la santé mentale des hommes. Les chiffres sont sans appel alors qu'ils représentent près de 3/4 des décès par suicide en France. Ils sont largement sous-représentés dans les cabinets des psychologues. Alors que se passe-t-il dans la tête des mecs? Pour explorer cette question cruciale, on a le plaisir d'accueillir Maud Leresse, journaliste et autrice de l'enquête percutante « Tu devrais voir quelqu'un ». À travers son livre, elle dissèque les raisons profondes de ce malaise silencieux et le poids qu'il fait peser sur les femmes. Elle s'entretient tout de suite avec Romain Gonzalez, journaliste au Point, et sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci Boris de cette introduction. Merci Maud Leresse d'être avec nous à Toulouse. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Maud Leresse, avec quelques chiffres. Aujourd'hui en France, seuls 30% des personnes qui ont recours à la psychothérapie sont des hommes. 40% des femmes ont déjà eu recours à la psychothérapie ou à la psychanalyse. On reviendra un peu plus tard peut-être sur de la sémantique. Aujourd'hui, les consultations, par exemple, sur Doctolib sont à 70% le fait de femmes. 78% le fait de femmes. Voilà, ça c'est un peu l'état de l'art de la situation de la psychothérapie en France, en termes de genre. On va commencer par un peu de sémantique, Maud Leresse. C'est quoi l'alexithymie? Qu'est-ce que ça a à voir avec votre enquête et en quoi c'est central dans cette analyse? L'alexithymie, donc, c'est une condition psychologique qui n'est pas reconnue comme une maladie psychiatrique, mais en tout cas, c'est l'incapacité, d'une part, de reconnaître ses émotions et d'autre part, de mettre des mots sur ses émotions. Et pourquoi c'est intéressant pour mon enquête, c'est qu'en fait, l'alexithymie, ça concerne beaucoup plus d'hommes que de femmes. J'ai les chiffres exacts qui sont actualisés depuis pas très longtemps d'ailleurs. Attendez, je les ai, je les ai sous les yeux. Oui, voilà, 9 à 17% des hommes adultes, 5 à 10% des femmes. Donc, en fait, j'introduis l'enquête avec cette notion-là, puisque on est vraiment sur la non-capacité, justement, à faire état de ses émotions. Et justement, cette non-capacité, votre enquête, c'est une enquête journalistique, vous êtes entretenu avec beaucoup de gens. Est-ce que vous avez pu revenir un peu à la racine de cette alexithymie? Comment on l'explique? Pourquoi les hommes, tout simplement, verbalisent moins leurs émotions, les identifient moins et, au final, les soignent moins? Oui, alors c'est tout l'objet de mon enquête, pas spécialement sur l'alexithymie, mais sur le fait que les hommes ont beaucoup plus de mal à parler de leur santé mentale et de leurs émotions en général. Ce qui se cristallise dans la question du psy. Donc voilà, j'ai interrogé des hommes de tous âges, tous milieux sociaux, toutes zones géographiques en France. Et donc ce qui ressortait, mine de rien, c'était que ils étaient tous unis par les mêmes excuses et les mêmes freins. Unis par les liens de l'excuse et de l'éloignement de la psychothérapie. Justement, comment vous l'expliquez, vous? Parce que vous avez effectué un panorama qui dépasse les catégories socio-professionnelles, etc. Qu'est-ce qui unit au fond tous ces mecs? Est-ce que c'est le schéma familial? Est-ce que c'est la structure, on va dire, culturelle de la société? Comment vous l'expliquez? Eh bien, c'est plusieurs choses. On a une grande peur du jugement. Et quand je parle de jugement, je parle surtout du jugement des pairs, donc des autres hommes. On a aussi beaucoup de mépris, je pense, pour tout ce qui est considéré comme de la science molle. On a aussi une non-socialisation à parler de ça. Et ça, c'est pas forcément leur faute en l'occurrence, c'est-à-dire que la société les a fait grandir comme ça et à valoriser ça chez eux. Et puis, c'est pour pas dire des gros mots, mais il y a aussi quand même pas mal de sexisme là-dedans et ça revenait de façon assez larvée dans les excuses qu'on pouvait me donner. Donc vous brassez tout un tas de raisons. Une de ces raisons, l'une des portes d'entrée de l'explication, c'est cette notion de compétition entre hommes, d'amitié masculine, de leur particularité. Ici, nous avons donc un amphithéâtre assez mixte en termes de genre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, selon vous, les amitiés masculines diffèrent des amitiés féminines? Alors ça, oui, en effet, c'est un point important puisque c'est une des choses qui m'ont le plus surprise dans les témoignages que j'ai recueillis. La plupart des hommes me racontaient que, pour le coup, leurs amitiés féminines et masculines n'étaient pas du même ressort. Donc, c'est-à-dire qu'entre hommes, ils allaient plutôt avoir des conversations plus superficielles, ce mot est beaucoup revenu, et des conversations plus en profondeur avec les femmes, à savoir qu'entre hommes, il y avait beaucoup plus d'amis qui étaient, on va dire, mono-sujets. On a les amis du ciné, les amis du foot, les amis du gaming, que sais-je. Et avec des femmes, c'était pas monosujet, justement. On pouvait parler de plein de choses. Et j'ai eu aussi certains hommes qui me disaient moi, je suis capable de passer la journée avec mes potes et on aura passé certes du bon temps, mais on aura parlé de rien de spécialement sérieux au bout du compte. Donc il y avait à la fois cette légèreté qui louait, qu'ils aimaient beaucoup, mais en même temps un certain regret de ne pas pouvoir parler de choses plus profondes. Et ça, vous l'avez constaté chez
toutes les catégories de la population, ou est-ce que vous trouvez que chez les plus jeunes, la situation entre guillemets s'améliore un peu, ou absolument pas, que c'est un peu une vue de l'esprit? C'est une question intéressante. Il ne faut pas oublier que j'ai eu quelques personnes, ça allait de 20 à 60 ans à peu près, donc quelques personnes assez jeunes, mais globalement les excuses étaient les mêmes. Donc j'ai réalisé que c'était pas vraiment une question générationnelle, c'était vraiment une question de genre. Alors on va pas se mentir, il est beaucoup plus simple aujourd'hui pour un jeune homme de 22 ans que pour un homme de 65 ans de parler de ses émotions, c'est vrai, mais dans les grandes lignes c'est le même type d'excuses qui ressortait et j'avais le même genre de discours en fait. La question centrale de votre livre, c'est aussi l'impact de cette Alexis timide, de ses relations et de ses amitiés masculines sur les femmes. Tout simplement, c'est au centre de beaucoup de déclarations, surtout des femmes. On voit que les hommes ne sont pas toujours conscients de ce poids qu'ils font peser. Ce n'est pas une immense surprise, malheureusement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'est la charge psychologique, en quoi elle touche les femmes, comment elle les touche aussi différemment? Ça peut prendre plusieurs formes, des formes de violence plus directes, plus physiques, psychologiques, des formes de violence un peu latentes. Voilà, c'est une notion aussi assez large. Oui, c'était tout l'objet de mon livre, parce que mon livre est une enquête féministe qui se situe dans le champ des études féministes. Oui, parce que pour l'instant, on a beaucoup parlé des hommes, mais il faut quand même recadrer un peu le sujet. Ouais. C'est-à-dire que mon propos n'est pas du tout de faire ouin-ouin les hommes, c'est justement de montrer que s'ils se prenaient un peu en charge, les femmes iraient mieux. C'est un peu le but de mon travail. Dommage pour les ouin-ouin les hommes, effectivement. Ouais. Puisqu'il y a autant de femmes que d'hommes qui parlent dans ce livre, et justement, ces femmes-là, je les interrogeais en miroir pour leur demander ce que ça avait comme impact sur leur vie. Le fait que les hommes de leur vie, justement, déléguaient quelque part ce soin-là, soin santé mentale, soin même juste s'occuper d'un foyer ou s'occuper de la pérennité d'un couple, ça incombe beaucoup plus aux femmes. Et pour revenir à votre question, qui était ce que ça fait sur les femmes, la charge psychologique. L'impact de la charge psychologique. Alors là, oui, la charge psychologique, c'est un terme un peu valise, calqué sur la notion de charge mentale, qui est vraiment centré sur s'occuper de son mec, de ses enfants, de son entourage, s'occuper de ses émotions, de ses pensées, de son bien-être, et avoir cette charge mentale en soi tout le temps. Et ça se traduit très concrètement par le fait, on disait tout à l'heure, que les femmes sont beaucoup plus nombreuses à les consulter, psychologue ou psychiatre. Moi, en l'occurrence, je parle des psychologues, et que globalement, quand j'en parlais autour de moi, aux femmes autour de moi, la plupart me disaient, j'avoue quand même, la plupart de mon temps de consultation est quand même faite pour parler de mes problèmes avec les hommes et des problèmes des hommes de nos vies, quoi. Vous évoquez aussi la question de la transformation de certaines concubines partenaires en psy à la maison. C'est un vrai sujet pour beaucoup de femmes qui sont interrogées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelle forme ça prend, entre guillemets? Comment ça s'incarne dans le quotidien? Complètement. C'est des femmes qui se sont rendues compte qu'elles maternaient leurs copains. Et alors, il y a eu tout le travail fait pour ce bouquin, il y a eu le travail après aussi, les réactions que j'ai pu avoir. Je me souviens, je donnais une interview dans un café à une journaliste et une femme nous écoutait, elle avait une quarantaine d'années. Et on a beaucoup discuté et elle m'a donné justement un exemple assez criant. Elle m'a dit, voilà, moi j'ai réalisé que je maternais mon mec. Et je suis partie parce que j'en pouvais plus. J'ai réalisé, ça faisait 5 ans, 6 ans qu'on était ensemble. On s'aimait, mais à force de la différente grandissante qu'il y avait entre nous, à savoir que moi, j'allais chez un psy, moi, je faisais des efforts sur moi-même, de l'introspection, et lui, non, eh bien, il devenait comme une espèce de gros bébé cadom. Et ça se traduit très concrètement, je n'avais plus envie de coucher avec lui. Donc, c'est une des conséquences, mais ça arrive beaucoup, et il y en a tellement qui m'ont dit ça. Et évidemment, c'est pas la seule raison, mais de fait, la fatigue, la charge psychologique, émotionnelle, on dit comme on veut, le fait de devenir presque une maman, ça nuit énormément au couple et ça nuit aussi beaucoup je pense, au bien-être psychologique des femmes in fine. Vous parlez de la transformation du couple au gré justement de la transformation de l'état mental des hommes. On voit un impact assez évident dans les déclarations de ces femmes-là. Vous évoquez la question de la sexualité. De temps en temps, elle apparaît très, très directement. De temps en temps, elle est plus en filigrane. Comment elle s'articule avec cette question de la santé mentale? Est-ce que chez la plupart de ces femmes, justement, ce qu'elles vous disent, c'est à force de devenir un psy, on n'est plus vraiment une amante pour la plupart de ces hommes? Est-ce que c'est quelque chose d'assez courant? Ouais, c'est revenu. Alors, c'est pas ce qui revenait le plus, parce que quand même, la sexualité, les gens ont beaucoup plus de mal à en parler. Je vous le cache pas, mais c'est revenu quelques fois, en effet. Et puis même sans aller forcément dans mon livre, c'est un truc en tant que femme, moi j'ai pu ressentir, mes amis hétéros ont pu ressentir. L'usure du couple, je trouve, arrive beaucoup plus rapidement, et l'usure aussi du désir quand typiquement son mec devient un gros bébé, quoi. Parce que c'est ce qui se passe en fait très concrètement.
Donc c'est un peu trivial, mais c'est vrai. On parle donc dans ce livre de toute une gamme de violences envers les femmes, violences psychologiques, violences physiques, d'oppression, de transformation du couple. Boris, au début, a introduit le propos en rappelant les chiffres des suicides dans lesquels les hommes sont largement représentés. On va aussi, entre guillemets, apporter une précision là-dessus, c'est que les tentatives de suicide des femmes sont des tentatives en général dites avec des objets plus doux, donc il y a plus de entre guillemets d'échecs, mais c'est pas pour ça qu'il y a moins de tentatives de suicide. Il faut aussi replacer un peu le contexte. C'est hyper important de contextualiser ça parce que c'est l'argument phare des masculinistes. Il y a plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Alors, on va tout de suite recontextualiser tout ça brièvement. D'une part, les tentatives de suicide sont 3 à 4 fois plus élevées chez les femmes, et ça s'explique par... Mais c'est vrai, hein, le chiffre des suicides plus élevé chez les hommes, il existe, il est vrai. Déjà, d'une part, les hommes consultent moins, on l'a dit, prennent moins en charge leur santé mentale, les psychiatres le disent, hein, les rares hommes qu'ils ont dans leur cabinet, une fois qu'ils arrivent là, ils sont déjà à un stade de mal-être très avancé. Donc c'est des gens qui sont très durs à soigner, donc qui sont plus à risque suicidaire. Ensuite, les hommes sont beaucoup plus nombreux à posséder des armes, des moyens létaux, parce qu'il y a plus d'hommes militaires, il y a plus d'hommes chasseurs, il y a plus d'hommes policiers, plus d'hommes qui possèdent des armes tout simplement. Par ailleurs, les hommes aussi ont tendance à avoir des signes de leur mal-être différents. Ils vont avoir plus de conduite à risque, ils vont plus prendre la bagnole bourrée, ils vont plus faire d'overdose aussi. Et aussi, il ne faut pas oublier que les chiffres de suicide des femmes sont probablement très sous-estimés. Dans le sens où parfois elles vont justement prendre plein de médicaments et on va considérer que c'était pas un suicide. Bon, c'est un exemple que je donne là. Et il faut pas oublier non plus que les pensées suicidaires sont égales dans les deux genres. Il n'y a pas plus de pensées suicidaires chez les hommes que chez les femmes. En l'occurrence, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a plus de tentatives chez les femmes, c'est aussi parce qu'elles sont plus nombreuses à penser à l'après. Et donc, quelque part, à foirer, entre guillemets, parce qu'on pense à ses enfants, on pense aux gens, et la charge psychologique des femmes, elle agit même dans les tentatives de suicide. Même dans les tentatives de suicide, les hommes pensent d'abord à eux. Exactement. C'est pas le meilleur résumé de ma part, mais il est un peu direct. Si, c'est vrai. Je vous remercie, Maud. Vous citez au début de votre livre une remarque qui a marqué beaucoup de gens qui l'ont lu, beaucoup de médias, de l'un de vos anciens partenaires, qui, lorsque vous évoquez avec lui la possibilité d'aller voir un psy, il vous répond très directement « Intellectuellement, je l'explose ». Oui. Un truc qui a beaucoup fait parler. En quoi, entre guillemets, ça résume tout ce que vous avez pu entendre sur le rapport entre les hommes et les psys ? Et aussi, en quoi c'est lié au regard des hommes sur la psychothérapie ? Parce que ça, c'est un vrai sujet. Ouais, moi, cette phrase est revenue beaucoup dans les questions qu'on m'a posées. Et en effet, moi, je l'ai gardée parce que je parle un peu de moi quand même dans ce livre-là. Et c'était un partenaire qui avait énormément de problèmes d'ordre psychologique et même psychiatrique. Enfin, il allait mal. Globalement, il traversait une grosse dépression. Moi aussi, cela étant dit, moi, j'étais suivie. Et je m'occupais énormément de lui. On rentrait dans cette phase de maternage, justement. Et un jour, je lui dis « Ne penses-tu pas que ça te ferait du bien ?» d'aller voir quelqu'un, et il me dit je n'irai pas voir un psy car intellectuellement je l'explose. Alors pourquoi cette phrase elle est super? Elle est super d'une part parce que ça veut dire qu'il n'a pas du tout compris ce que c'est qu'une séance avec un psy. Il n'est pas question d'être plus intelligent ou moins intelligent. D'autre part, quand il est question de soi-même, on n'est jamais complètement objectif, donc l'intelligence n'a rien à voir là-dedans. Ensuite, ça veut dire aussi que moi, globalement, je l'explose pas, donc je suis peut-être un peu conne, enfin disons-le clairement. Et puis aussi, c'est un mépris total pour ce qu'est ce métier, quoi. Donc, Justement, est-ce que vous l'expliquez, vous, ce mépris de beaucoup d'hommes pour la psychothérapie? Est-ce qu'ils se disent, là pour résumer à grands traits, c'est une discipline de gonzesse? Moi, en gros, j'aime les sciences dures. Les femmes, c'est l'astrologie, la psychothérapie, voilà, tout ce qui est New Age, on met tout dans le même panier. Est-ce que ça résume un peu? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça, ce qui est complètement absurde parce que la psychologie est une science... Oui, contrairement à l'astrologie. Exactement, mais je pense que dans la tête... En fait, voilà, pour rebondir sur votre question, ce qui revenait pas mal dans les hommes que j'interrogeais, qui, eux, pour le coup, ont basculé vers des hommes qui avaient consulté pour des problèmes soit d'ordre parfois de bipolarité ou parfois de grosse dépression ou de gros troubles anxieux, eux me disaient, moi, je veux un médicament. Je veux aller voir un psychiatre parce que le psychiatre est un médecin, il me donnera un médicament. Parler, je m'en fous. Et ça, je l'ai pas mal entendu quand même. Alors que les études montrent aujourd'hui que quand on prend un traitement, il faut avoir un suivi aussi à côté, quoi. Les deux sont très importants.
Ouais. Vous évoquez cette vision, ce que vous disiez, vision utilitariste de la psychothérapie, c'est que je pars d'un point A, je suis malade, je veux arriver à un point B, je suis guéri. Entre les deux, je peux prendre des médocs, je peux parler à quelqu'un, je m'en fiche, tant qu'il y a de l'efficacité dans ma thérapie. Ceux qui ont suivi une thérapie savent que c'est un peu l'inverse de ce qu'est une thérapie. En général, une thérapie, c'est laborieux, c'est peu efficace, on perd du temps, on revient en arrière. La transition est toute trouvée, mode le reste. Dans l'une des séries, on va dire, les plus célèbres des 20 dernières années, des 30 dernières années même maintenant, Les Sopranos, le personnage principal suit une psychothérapie, le vit très mal parce qu'il passe son temps à revenir en arrière, à continuer à faire des crises d'angoisse. Ce personnage incarne aussi d'une certaine manière ce que la pop culture veut faire dire des hommes, c'est-à-dire qu'il faut être le strong silent type, c'est le Gary Cooper, c'est l'homme qui ne se plaint jamais. Dans votre livre, vous parlez beaucoup de la pop culture, en quoi elle influence la santé mentale, ou du moins le regard qu'on a sur la santé mentale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans un univers où les hommes à la télé sont des hommes qui ferment leur gueule et qui plient mais ne rompent pas comme des vieux roseaux masculins? Complètement. Vous faites bien de le souligner parce que dans mon livre, je parle aussi beaucoup de ce que le cinéma et les séries, la culture populaire en général, ont fait aux représentations masculines et aux clichés en fait autour de ce que c'est qu'être un homme, ce qu'on appelle les masculinités. Et je suis journaliste cinéma aussi par ailleurs, et je me suis entretenue avec deux chercheuses qui parlent, qui dissèquent le cinéma en 3 âges d'or de la masculinité. C'est-à-dire qu'on a eu d'abord l'arrivée des John Wayne, etc. Là, c'est le conquérant. Les femmes comme les terres, hein, voilà, ils violent, on s'en fout. Ensuite, on a eu le deuxième âge avec justement type Les Sopranos et beaucoup de héros mafieux qui commencent à montrer des fêlures, très Al Pacino, enfin voilà, De Niro. Ouais, vous évoquiez Tony Montana qui se plonge dans un océan de cocaïne et qui devient ridicule, mais qui reste quand même une sorte de symbole. Ça reste un peu stylé, ouais, mais voilà, stylé fêlure. Et là, on arrive avec l'homme avec ses fêlures. Et là, apparemment, on sera en train d'entrer dans un nouvel âge où les hommes peuvent être un peu plus fragiles. Bon, c'est débutant, hein, mais moi, je pense à des séries comme Sex Education ou récemment Too Much. Enfin, c'est plutôt dans les séries, mais c'est vrai qu'on commence à voir un peu plus, en tout cas, de vulnérabilité, même si parfois c'est un peu performatif chez les hommes. Et c'est vrai que ces représentations-là ont beaucoup influencé la façon dont les petits garçons et ensuite les hommes se sont construits, et qu'on ait 20 ans ou 40 ou 50 ans aujourd'hui, quoi. Je crois que vous n'êtes pas une très grande fan de Christopher Nolan, mode le reste, mais ça serait une conférence à part entière de la figure de la masculinité chez Christopher Nolan. Vous parlez de la question de la performativité. On a parlé en préparant cet entretien de ce qu'on appelle les performative males. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils symbolisent comme nouvelle étape de la masculinité? Et aussi en quoi ils sont peut-être assez problématiques. Ce ne sont pas tant des hommes qui ont fait le travail. Bonne question. J'en parle pas dans mon livre pour le coup. Ça, c'est une réflexion que j'ai développée après mon bouquin. J'ai écrit des choses là-dessus, des papiers. C'est un peu rigolo. C'est un mème en ce moment, les performative males. Je sais pas si des gens dans la salle ont déjà vu des petites blagues là-dessus. En gros, c'est le gars qui va surjouer le fait qu'il comprend vraiment les femmes, qui sont un allié, qui sont même féministes lui-même, à ce point qu'il va t'expliquer ce que c'est, ce qui est bon pour toi, et qui va vraiment dire qu'il a fait sa thérapie, qu'il a tout compris sur lui, et qu'il va utiliser ça pour gagner des points, pour être encore plus un mec désirable. Et ça va être clairement un outil de drague. Et c'est vrai que sur les apps, ça revient beaucoup. Enfin, beaucoup de femmes en ont parlé. C'est vraiment le truc de j'ai fait une thérapie. C'est un peu le nouveau... Moi, je le compare à beaucoup quand MeToo a éclaté. C'est vrai qu'après, beaucoup d'hommes disaient « moi, je suis un allié ». Là, maintenant, comme on a une espèce de MeToo santé mentale, il y a beaucoup d'hommes qui disent « moi, tu sais, je suis un psy ». Et ça, c'est aussi parfois très performatif. J'espère que vous ne venez pas de me décrire, mode le reste. Justement, cette question tout de même du retour, non pas du retour en grâce, mais de la montée en épingle de la santé mentale. Est-ce que selon vous, moi, le reste, elle pose problème? Pourquoi je vous dis ça? Est-ce que le terme déjà santé mentale, vous, est-ce qu'il vous pose un problème? Est-ce qu'il vous paraît flou, pas flou? Qu'est-ce qu'il dit notre monde? Parce qu'aujourd'hui, on l'utilise partout. On voit la question de la santé mentale chez les jeunes, c'est une priorité de la présidence de la République, c'est la priorité de 2030. On n'entend parler que de ça. Je ne suis pas sûr que la question de la santé mentale vraiment des jeunes s'améliore. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau totem un peu médiatique? Ouais, on est pas mal d'acteurs dans la littérature où voilà, l'action de la santé mentale a été un peu agacée par l'utilisation abusive de ce terme qui est devenu très fourre-tout.
Qu'est-ce qu'on veut dire quand on veut parler de santé mentale? On veut parler justement de maladie mentale, de bonne santé mentale, on veut parler de psychologie, de psychiatrie. Et puis qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de sa santé mentale? Ça veut dire prendre un médicament, ça veut dire faire du sport. Enfin déjà d'une part ça ne veut rien dire. Dire je fais de la santé mentale la grande cause du quinquennat, ça ne veut absolument rien dire. En plus par ailleurs, on voit, comme vous le disiez, que les chiffres, ça va pas mieux. Hein. Les ados vont de moins en moins bien, pas que les ados d'ailleurs. Donc santé mentale, pour moi, c'est une façon de dépolitiser les choses, de trop utiliser à tort et à travers. Il faut savoir de quoi on parle. Et puis par ailleurs, ça donne lieu à une injonction qui est juste insupportable. Prenez soin de votre santé mentale, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que de toute façon, c'est pas nous qui décidons. Enfin, si le système il est pourri. C'est pas si on prend ça. Enfin voilà, si on vit à côté d'un aéroport et qu'on peut pas dormir, si on a été battu son enfance, non, on pourra pas prendre soin de sa santé mentale. Enfin, c'est très dépolitisant, c'est très individualisant et on est beaucoup à être assez agacé par la surutilisation de ce terme et cette injonction-là qui aujourd'hui devient presque un truc un peu bien-être, un peu marketing. On parle aussi de santé mentale washing parfois, c'est un peu agaçant. Ouais, on voit que pas mal d'entreprises aussi sont évidemment positionnées sur le créneau de la santé mentale, que c'est devenu une nouvelle offre pour beaucoup de boîtes, beaucoup de thérapeutes qui ne sont pas forcément formés à ces méthodes-là. Tout de même, Maud Le Reste, on va pas forcément essayer d'être positif parce qu'on n'est pas dans un côté 50% c'est négatif, 50% du temps c'est positif, mais est-ce que vous auriez des pistes d'amélioration sur ces questions de prise en charge de la santé mentale des hommes quand on voit à quel point c'est systémique et structurel? Ou est-ce que parfois vous n'êtes pas tout simplement un peu désespéré de vous dire toujours les mêmes mecs, toujours les mêmes problèmes? Je vais vieillir avec des mecs qui ont un peu des deux. Un peu des deux. Je suis un peu désespérée et puis en même temps, parfois, j'ai des petits regains d'espoir. Non, je pense que à tout âge, les hommes peuvent faire un travail sur comment ils considèrent les autres hommes en fait, et peut-être mettre un peu plus de douceur dans les relations entre hommes, un peu moins de vannes, un peu plus d'écoute. Parce que l'humour, c'est une question que j'aborde aussi dans le bouquin, c'est la vanne pour éviter de parler de ce qui cloche, de ce qui va pas. Mais les femmes aussi ont un rôle à jouer, c'est qu'on parlait tout à l'heure de materner son mec, et je dis aux meufs, mais arrêtez de materner vos mecs, arrêtez. Si vous pouvez prendre un petit rendez-vous sur Doctolib, allez chercher votre petite mutuelle, votre petite carte vitale, si possible, allez chercher votre petit Prozac s'il y a besoin, lui aussi il peut le faire. Vous n'avez pas à le materner. Et à partir du moment où ils comprendront, j'ose espérer, qui comprendront qu'on ne va pas le faire pour eux, peut-être qu'il y aura une remise en question. Donc si d'un côté, il y a le levier des hommes qui sont plus sympas avec les autres hommes et qui sont moins dans cette compétition, et que de l'autre, les femmes, je laisse se démerder un peu tout seul, c'est très vaste, hein, mais pour moi, c'est les deux choses que j'ai isolées aujourd'hui comme peut-être levier d'action. On a beaucoup parlé quand même en général dans cette analyse, on parle beaucoup des structures familiales, etc. Il y a aussi, ce qui joue beaucoup, c'est évidemment la question du système éducatif. Quand vous dites qu'il faudrait que les relations masculines soient plus positives, plus douces, etc., vu l'état actuel de l'éducation nationale, notamment collège, lycée, voire même avant, est-ce que ça vous paraît pas un peu optimiste comme analyse en se disant que beaucoup de spécialistes de la pédopsychiatrie, pédopsychologie, d'infirmières scolaires, de médecins scolaires vous disent qu'il y a quand même une tension de plus en plus forte au niveau des collèges, lycées, entre élèves, avec le corps professoral, tentatives de suicide qui vraiment explosent au niveau des lycéens. La pédopsychiatrie en France est dans un état assez difficile. Est-ce que ça, selon vous, c'est pas les germes d'une aggravation tout simplement de la situation? Si, complètement. Et puis il y a aussi d'autres données à prendre en compte, c'est la montée du masculinisme et du conservatisme aussi par ailleurs, aussi chez les jeunes femmes. Hein. Quand on prend les derniers chiffres des 2 derniers rapports du HCE, donc le Haut Commissariat à l'égalité entre les femmes et les hommes, 2025-2024, on voit que chez je crois que c'est les 15-24 ans, les idées masculinistes ont énormément progressé et on est sur des chiffres aberrants du style on n'est plus de la moitié des jeunes hommes qui pensent que c'est normal de devoir utiliser la violence, que c'est normal de gagner plus qu'une femme à un poste égal. Donc si vous voulez, c'est vrai que cette tendance-là, elle va à contre-courant de ce que je dis, parce que ça ne donne pas espoir dans le fait que les hommes seront plus bienveillants entre eux. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'on assiste peut-être à un backlash, qu'on appelle un backlash, qui fait suite à toutes les révolutions ou semi-révolutions un peu sociétales. Moi, j'ai du mal à appeler MeToo une révolution, je ne suis pas sûre que ça en soit une, mais en tout cas, on ne peut pas nier que ça a fait évoluer quelque chose. Et typiquement, pour vous donner un exemple, moi, j'ai été étudiante à Sciences Po Toulouse il y a 10 ans de ça, et à mon époque, c'était juste avant MeToo, et à mon époque, il n'y avait pas d'assaut féministe à Sciences Po, et les agressions sexuelles, c'était presque des sujets de vanne, on n'en parlait pas, et puis maintenant, quand je me renseigne un peu, je vois qu'il y a des actions qui se font, qu'on ne tolère plus, et voilà. Mais par contre, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des mecs qui sont pas contents et qui créent des assauts en face pour dire que les féminazis, elles nous cassent les couilles, quoi. Donc en fait, il faut peut-être se dire que c'est une réaction à quelque chose de plus grand,
et que c'est peut-être la chose plus grande qui est en train de gagner. Je ne sais pas. C'est votre côté peut-être positif, Maud Lerest. Vous parliez vous critiquiez la question de la santé mentale parce qu'elle était dépolitisante. Est-ce que selon vous, aujourd'hui en France, il y a une prise en considération politique de cette question de la santé mentale, donc des hommes et plus largement des jeunes, même de la population, ou est-ce que le personnel politique quand même reste éloigné selon vous de cette question-là, dans les prises de parole politiques, au-delà des grandes missions Oh oui, de toute façon, moi j'ai même pas un exemple de bonne prise de parole politique sur le sujet, j'en vois pas en fait. Je sais pas si vous en voyez vous. Pas trop, je vous lançais dessus sans filet. Ouais. Non, mais en plus, voilà, après si on rentre un peu dans le politique, moi quand je vois, je vais pas rentrer trop là-dedans, mais je veux dire. Vous avez le droit, Maud Lerest, de rentrer dans le politique. J'ai pas la sensation qu'on a un gouvernement qui se soucie beaucoup de la santé mentale des Français. Voilà, mais je vais peut-être pas aller plus loin. Vous avez publié ce livre en 2024 aux éditions Anne Carrière. Est-ce que depuis, lors de vos signatures, des lecteurs que vous avez rencontrés, vous avez eu des retours positifs de certains hommes qui vous auraient dit « Ah tiens, ça m'a fait réfléchir ». Et quand ils vous disent ça, pardon, est-ce que vous vous dites « Oula, c'est comme les gens qui ont vu Bref 2 et qui se disent « Oula, ça m'a fait vachement réfléchir » et qui continuent leur bonhomme de chemin le lendemain en restant Vous me volez mes vannes, Romain. Ouais, là, je l'ai volé celle-là parce que l'effet Bref 2, c'est quelque chose qu'on a en commun, je pense, en termes d'analyse. Je vous laisse en parler, Maud Lerest. Voilà, je vous laisse en parler. Je vous laisse en parler. C'est drôle parce que, en fait, j'ai été pas mal interrogée quand il y a eu le succès de Bref 2 récemment parce que on avait des tas de mecs d'un coup qui disaient mais c'est incroyable cette série, c'est incroyable, c'est une révolution, alors que c'est ce que les féministes disent depuis 20 ans et même pas les féministes, juste les femmes en fait. Et c'est drôle parce qu'en plus, ce qu'il dit dedans, c'est quand même assez basique. Et puis le mec, il a 40 ans et il découvre l'empathie, quoi. Enfin, je veux dire. Et oui, alors pour revenir à votre question, je suis très agréablement surprise. Ça fait 1 an que le livre est sorti, des retours que j'ai eus de la part des hommes qui étaient, je pense, à 90% positifs. Je ne parle pas des commentaires sur les réseaux, je parle vraiment des messages privés. Beaucoup d'hommes qui m'ont remercié, quelques-uns qui m'ont dit qu'ils avaient commencé une thérapie. Après, ça, c'est vraiment pour les messages privés. Par contre, sur les commentaires sur les réseaux sociaux, ouais, il y a eu quand même pas mal d'insultes et j'étais traitée de grosse conne, mais globalement, pas trop. Donc j'étais agréablement surprise. Je n'ai pas été trop harcelée par les masculinistes. Et au contraire, les hommes m'ont dit plutôt merci. Donc, de rien. Avant de prendre quelques questions du public, Maud Lerest, je voulais vous nous parliez de l'enquête que vous avez publiée dans Les Jours. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous voulez nous en parler un petit peu? Oui, ça n'a rien à voir forcément avec la question de la santé mentale des mecs, quoique. Il y a toujours un lien. Hein. Je vous laisse en parler un petit peu. Oui, donc en ce moment, je suis sur une série d'enquêtes pour Les Jours. Il y a un média d'investigation indépendant, sans publicité. J'en suis déjà au 4e épisode, donc sur un producteur de cinéma qui s'appelle Cyril Lounas, qui est dirigeant de la boîte de production Capricci, qui est accusé de violences sexistes et sexuelles par 13 femmes, dont une qui a porté plainte pour viol, qui est aussi accusée de maltraitance professionnelle et qui est a priori accusée potentiellement de détournement de fonds publics. Voilà, donc je vous laisse y jeter un œil si la question des rapports de pouvoir dans le monde du cinéma vous intéresse. Merci beaucoup, Maud Lerest. Boris, je t'en prie. Oui, on va prendre les questions du public. Déjà, on peut applaudir Maud Lerest. Qui se lance? On va prendre les questions. Oui, on va vous donner un micro, madame. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous réagissez aux personnes justement qui pourraient questionner votre légitimité à étudier ce sujet et qui peut-être penseraient qu'un homme serait plus approprié à parler de la santé mentale des hommes. Oui, forcément, je l'ai beaucoup eu. Ouais. Et en plus, ils pensent qu'ils sont super originaux. Forcément. J'ai envie de leur dire, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, aucun homme ne l'avait fait, donc bon, faites-le. Non, plus sérieusement, le champ des masculinités est un champ des études féministes. Hein. De tout temps, les féministes ont étudié les masculinités, les représentations masculines. Et ce que je dis aussi par ailleurs, c'est que c'est un livre qui parle aussi des femmes. Hein. Il y a autant de femmes que d'hommes qui parlent dans ce livre. Et comme je disais tout à l'heure, c'est étudier la santé mentale des hommes, ou plutôt la mauvaise santé mentale des hommes, pour voir ce que ça fait comme impact sur la santé mentale des femmes. Parce que moi, mon objectif, c'est de faire avancer la cause féministe. Voilà. Une autre question? Oui.
Allez-y. Bonjour et merci beaucoup pour votre conférence, enfin pour cette discussion, excusez-moi. Est-ce que vous avez pris en compte dans votre travail la variable qui est le milieu social et la question territoriale aussi, c'est la question urbain-rural, et pour savoir si vous avez des chiffres à ce sujet. Et autre chose, c'est est-ce que la santé mentale peut aussi ne pas mal se porter parce que on a un système de santé et de protection sociale qui est en cours d'effondrement. Et voilà, en tant que rural, c'est quelque chose que j'observe, c'est-à-dire des gens qui aimeraient voir des psychiatres ou des psychologues et qui ne peuvent pas en raison d'institutions complètement saturées. Bien sûr, ouais. Je commence par votre deuxième question parce qu'elle est hyper importante. Je le dis en préambule du bouquin, c'est vrai que les hommes que j'ai interrogés pour ce livre sont tous des hommes qui, c'est très important de le dire, ont les moyens d'y aller. Parce que évidemment que le premier argument, homme comme femme, enfin tout genre confondu, pour ne pas consulter, c'est tout simplement que c'est trop cher. Et qu'on a un système de soins qui s'effondre, que quand bien même parfois certains ont les moyens, il n'y a juste personne dans la zone où on vit. Donc c'est très très important de le dire, parce que parfois c'est pas qu'une question de volonté, c'est aussi qu'on ne peut pas quand bien même on veut. Et oui, typiquement, je veux dire, on parlait de la pédopsychiatrie tout à l'heure, qui s'effondre complètement. Enfin, je sais même pas si on peut parler d'effondrement à ce stade, c'est encore pire. Et puis pour votre autre question sur les différences de milieux sociaux, tout à fait. J'ai eu quand même plus de gens à Paris, c'est vrai, parce que c'était plus simple, mais au téléphone, j'ai eu pas mal de gens dans différentes villes. J'ai eu un ouvrier en Ardèche, j'ai eu un mec en reconversion, ouvrier aussi à la région strasbourgeoise. J'ai eu des retraités en Bretagne. Enfin voilà, j'ai essayé de faire. Après, faut pas perdre de vue que c'est pas une étude sociologique ce que j'ai fait non plus. J'ai pas eu le temps pour ça, j'ai pas eu les moyens pour ça. Et idéalement, c'est vrai que j'aurais aimé faire encore plus. Et donc, pour répondre à votre question de est-ce qu'il y avait des différences, et bien justement pas tant que ça, parce que malgré tout, les témoignages restaient assez similaires dans la perception de la masculinité et dans la difficulté à se confier à ses pairs masculins. Même si c'est vrai que parmi les Parisiens, je voyais quand même plus de mecs performative males. Voilà. Et c'est vrai qu'au début, on n'a pas non plus explicité la différence entre psychothérapie, psychanalyse, psychiatrie. On aurait pu passer un peu de temps dessus. En France, les psychothérapies ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, tandis que les soins psychiatriques le sont, parce que ce sont des soins dits médicaux. La différenciation, pour certains, est très critiquable quand on voit le spectre des problèmes psychologiques et psychiatriques qui peuvent se poser. Je le rappelle. Quant à la psychanalyse, ça c'est une spécificité très française. On aurait pu la critiquer largement, mais c'est pas le théâtre. Une autre question, sachant qu'on en a aussi à Menti. Est-ce que le concept de performative male, c'est pas la meilleure façon que de faire en sorte que les choses ne changent pas? Parce que je me dis, quelqu'un qui aurait envie d'aller voir un psy, mais il va se dire, je vais tomber là-dedans, quoi. Donc, est-ce que c'est pas contre-productif? Oui, je comprends cette question. C'était aussi un trait d'humour, mais évidemment que c'est une bonne chose d'y aller. Après, le performative male, c'est quelque chose de particulier. Hein. C'est un type qui va se vanter. C'est pas juste un type qui veut aller mieux. Donc, je pense qu'on n'est pas sur le même genre de personne, tout à fait. Le performative male, c'est un mec qui fait ça pour choper, particulièrement, pas pour aller mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions au micro? Alors, il y a des questions Menti. Quelles sont les réactions défensives que vous avez observées face au constat que vous posez? Vous voulez dire de la part des hommes, défensives J'imagine que c'est ce que veut dire la personne qui a posé la question. Oui. Défensive pour ne pas dire peut-être agressive. Oui, aussi, voilà, non, je réfléchis en même temps. Alors oui, il y en a eu pas mal, ça c'était plutôt sur les réseaux. C'est un truc de gonzesse. Les hommes bâtissent des civilisations, ils ne sont pas là à papoter. On n'a pas le temps, alors ça j'aime trop. Parce que nous on n'a que ça à foutre en fait. Nous les hommes on bâtit des grandes pyramides pendant que vous les femmes vous... Exactement. Il y avait ça, il y avait justement, nous on sait gérer nos émotions. On n'est pas émotif, mais c'est pour ça que tu as fait un trou dans le mur, Jean-Romuald. En te cassant la main. Il y avait ça, il y avait de toute façon t'es moche. Il y avait non mais j'essaie de vous dire globalement ce qui revenait beaucoup. Il y avait aussi beaucoup de toute façon qu'est-ce qu'une femme a à nous dire sur notre santé mentale à nous. De toute façon les féministes veulent nous castrer. Agressive, défensive. Il y a eu aussi c'est pas une science, on disait tout à l'heure.
Typiquement, l'argument qui revenait beaucoup, les hommes souffrent en silence, c'est pour ça qu'ils se suicident. Et c'était marrant parce que but contre son camp, tu vois. Enfin, je veux dire, oui, aller consulter. Du coup, je sais pas. Enfin, ça, globalement, c'était le panel des réactions agressives que j'avais. En faisant cette enquête, vous avez probablement rencontré des hommes qui sont à l'aise avec la santé mentale. Pouvez-vous nous dire ce qui peut faire la différence ? Dans le couple ou en général Je ne me fais que le... J'aurais dit plutôt dans le couple, moi, ouais. qui sont à l'aise pour en parler aussi dans le couple. Je pense. Bon, c'est pas des données chiffrées que je vais vous donner, c'est une impression que j'ai eue en parlant aux gens et aux femmes beaucoup, c'est que mine de rien, les relations sont apaisées. Les relations sont apaisées, on s'engueule moins, on est plus tolérants l'un envers l'autre, et le sexe est mieux aussi, je crois. Quel lien faites-vous entre la santé mentale des hommes et l'écologie, au sens large, le rapport au vivant, à la sensibilité ? C'est pas une question évidente, ouais. Eh ben, je sais. Oula. La santé mentale et l'écologie. Non, mais c'est peut-être... C'est peut-être une question de mec, ça, Boris. C'est une mauvaise question, peut-être. Ce qui me choque, c'est que je reçois les questions sur ma tablette et que donc, notre complice et ami Loïc Ribalin me met « Fais pas de blague incel, smiley ». J'imagine que la confiance règne. Et merci. Quels conseils vous donneriez aux hommes pour prendre soin de leur santé mentale et quels conseils pour les femmes pour se préserver ? Oui, on va rejoindre ce que je disais un peu tout à l'heure. J'ai envie de dire aux hommes peut-être de avoir moins honte d'aller mal. C'est difficile, mais aussi un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est ce qui revenait beaucoup et ce que je comprends parfaitement dans la difficulté à passer la porte d'un psychologue, c'est la pudeur. Et comme beaucoup d'hommes, la plupart, n'ont pas été éduqués, socialisés comme les femmes à parler de leurs émotions, ils ont cette pudeur-là. Et j'ai envie de leur dire, écoutez, faites-vous violence et dites-vous qu'il n'y a pas à être si pudique que ça. Je vais donner un exemple tout bête, mais le premier homme que j'ai interrogé pour cette enquête, on a bu quelques verres, on a parlé pendant 2 heures, et après coup, il m'a dit... Merci, j'ai jamais parlé comme ça à personne. Pourtant, j'avais pas l'impression qu'il m'avait dit des trucs de ouf, quoi. Vous vous connaissiez avant ? Non, c'était un collègue de collègue. On avait pris contact comme ça, on s'était jamais vu. Et il m'a dit merci. Alors que franchement, pour moi, par rapport à des confidences que je pouvais faire à une de mes amies, il m'avait rien dit de si ouf, quoi. Et parce que pour lui, il était tellement pudique que déjà ça, c'était dingo. Et ça lui avait fait beaucoup de bien, donc je me dis qu'il faut le conseil majeur, c'est sauter le pas, avoir un peu moins honte, parce que la question de la honte, elle revient beaucoup. Et puis pour les femmes, c'est peut-être mettre la barre un peu plus haut. Voilà. Peut-être quitter son mec quand certains signaux sont au rouge. J'ai une petite question justement, Maud Lorest. Est-ce que le fait que la psychologie en France soit une profession majoritairement féminine, ça a pesé aussi dans certains échanges avec les hommes. Ils vous disent, en plus, je n'ai pas envie de me confesser auprès d'une femme, encore moins. Ouais, alors je pensais, et en fait, les réponses, elles m'ont surprise parce que j'avais quand même 50-50 des hommes, donc soit des hommes qui me disaient, je veux un homme, voilà, soit justement pas mal qui me disaient, moi, je préfère avoir une femme parce que justement, j'ai beaucoup moins de mal à me confier à une femme. Parce que l'homme en face, il peut me juger potentiellement. Et puis les femmes sont plus douces. Et puis il y avait ce côté de maternage qui revenait aussi pas mal, mine de rien, en filigrane. Et donc j'étais assez surprise parce que là, pour le coup, il n'y avait pas vraiment de tendance plus forte d'un côté ou d'un autre. Bruce. Quel rôle a joué dans l'éducation des petits garçons par les parents ? Et puisqu'on parle de genre, le rôle des pères et le rôle des mères doit-il être le même ? Alors moi j'ai pas d'enfant, donc je vais pas donner de conseils aux gens qui en ont, qui doivent suffisamment galérer comme ça. Surtout les mères d'ailleurs. Blague à part, oui évidemment que les pères et les mères doivent avoir le même rôle et que on est en 2025 quoi. Moi je pense que un papa il peut pleurer, un papa il peut être doux et une maman peut remonter les bretelles quand il faut. Et voilà. Et puis surtout, il faut que les petits garçons, on leur fasse comprendre qu'ils ont le droit de pleurer aussi. Parce que c'est pas du tout quelque chose de l'ordre du biologique, de pleurer ou de pas pleurer. Il y a des études qui montrent que typiquement, des bébés, donc des nourrissons, un nourrisson garçon et un nourrisson fille, quand on donne pas le sexe, on demande à un panel de personnes de leur demander les raisons selon lesquelles pour eux ces nourrissons pleurent. Quand on leur dit que c'est une fille, ils disent c'est parce qu'elle est triste, et quand c'est un garçon, on leur dit c'est parce qu'il est en colère. Enfin, vous voyez, il y a tout un truc de on est genré dès qu'on est bébé, quoi. Et il n'y a pas de raison, parce qu'il n'y a vraiment pas de différence. Donc moi, je pense qu'il faut donner plus de liberté aux enfants et dire au petit garçon qu'il peut aussi aller faire de la corde à sauter et la petite fille qu'elle peut aller jouer au foot. Enfin, voilà. Après, ça, c'est la base. Enfin, je suis sûre.
Vous parliez de pudeur tout à l'heure, ce n'est pas une question, mais enfin si c'est une question, mais de ma part, cette pudeur, elle est culturelle. On se dit, toi tu es un homme, donc tu vas plus intérioriser. Et vous l'avez dit, là on a du mal à changer les stéréotypes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a beaucoup d'injonctions, il y a beaucoup de vœux pieux, mais... Oui, bah voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile et ça va pas se faire en 2 ans. Et effectivement, c'est très culturel. Après, moi, vraiment, mon travail, il est sur la France, donc j'aimerais bien pouvoir voir comment ça se passe ailleurs. J'ai cru comprendre par des amis qui ont vécu que c'était un peu différent dans les pays scandinaves, qu'il y avait plus d'ouverture à ça. Et encore, je suis pas forcément sûre parce qu'on est toujours biaisé par les perceptions qu'on a. Parce qu'il y a aussi des sociétés où les gens sont très taiseux aussi, donc je sais pas trop. On est dans une société quand même latine, ici en France, très, très machiste. Et la pudeur, elle va avec ça aussi. C'est parce que si on se dévoile trop, on n'est pas un vrai homme, quoi, quelque part. Donc en fait, pour moi, et ça va être très vaste du coup comme réponse, c'est pour lutter contre cette pudeur, il faut lutter contre le sexisme et la misogynie. Alors j'ai une idée géniale là aussi de Loïc Rivalin que je vous soumets, un sondage rapide dans la salle. Qui est allé consulter pour sa santé mentale? Donc d'abord les femmes, vous levez la main. Si vous levez la main, cette belle injonction à la Boris. Si vous voulez, vous levez la main. Si vous voulez, merci. Et pour les hommes? Pas mal quand même. Il y a un biais parce que les hommes qui sont venus voir cette conférence sont sensibilisés à ça. Il y a un énorme biais. Donc merci Loïc. Les autres sont en train d'insulter Maud Lorès sur Internet. Ils n'est pas en train de lever la main malheureusement. Merci encore, on peut applaudir Maud Lorès. Merci beaucoup. Alors, Maud est en dédicace tout de suite sur 2 de ses ouvrages. Tu devrais voir quelqu'un, donc une enquête sur le rapport des hommes à la santé mentale. Les patientes d'Hippocrate, quand la médecine maltraite les femmes. Et pour Romain, Godvint, Minven, comme on dit en norvégien. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour notre session RSE Je t'aime, moi non plus.